Bonjour à tous et bienvenue si vous venez seulement de nous rejoindre. Nous sommes toujours ici à la Maker Faire de Paris, 7e édition, en direct depuis la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueille chaleureusement pour cette édition particulière de la Maker Faire Paris, puisqu'il s'agit d'une édition 100% numérique, 100% en ligne cette année. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu et donc forcément vous nous avez énormément manqué et aujourd'hui on ne voulait pas passer une nouvelle année sans vous voir et sans vous proposer justement ce grand rendez-vous de la fête des makers et vous allez voir encore beaucoup de surprises qui vous attendent d'ici la fin de cet après-midi. En tout cas vous pouvez nous suivre un petit peu sur tous les réseaux, des réseaux qui vous permettent également d'interagir avec nous, n'est-ce pas Miguel, avec toujours des possibilités de laisser vos petits commentaires. Alors dans le voilà, chat. quand vous êtes sur la plateforme, vous avez 4 choix. Vous êtes sur notre direct ici. Vous pouvez chatter dans l'onglet chat, nous poser des questions aux invités. Si vous voulez aller faire un petit tour dans les ateliers, nos problemos, vous allez dans l'onglet atelier. Les exposants, 200 makers vous attendent. Et puis les podcasts que tu as réalisés, on les évoquait tout à l'heure, Fabrice, sont aussi dispo. Mais là, la priorité, c'est de poser des questions à nos invités, bien sûr. Bien sûr. Tu parlais des ateliers à impression 3D électronique. Ça arrive à 17h avec la lampe en forme de bobine Tesla dont on parlait hier. Yes. Ce sera Made par Amaury qui va vous accueillir à partir de 17h sur la partie onglet atelier du site paris.makerfaire.com. Ils sont étudiants, ingénieurs, mais aussi makers. D'où leur vient leur inspiration? Comment sont-ils soutenus? Comment ils y arrivent? Et comment arrivent-ils à faire des projets aussi fous? Je vous demande d'accueillir nos invités de Makers de demain, notre nouvelle émission avec énormément de monde autour de ce plateau. À commencer par Christophe de RS Component. Il y a également Loïc, que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Nicolas et Maxime également seront à mes côtés. Mais pour l'instant, on va donc s'intéresser un petit peu à Christophe, qui est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, comme le polo magnifique, incroyable, je veux ce même budget polo pour l'année prochaine pour la Maker Faire. Je suis excessivement jaloux, incroyable. On a mis beaucoup de moyens dans le polo. Je vois, oui. Le polo donc, de RS Component, on a reçu ta collègue hier, mais oui. en un mot quand même, pour représenter RS Component, acteur majeur du monde des makers, partenaire des makers. Oui, on essaye à notre niveau d'accompagner ce mouvement qui rentre complètement en phase avec ce qu'on cherche à faire. Nous, on est distributeur à la base, mais on cherche à être un petit peu plus qu'un distributeur et au même titre qu'on accompagne nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs. On s'est dit pourquoi ne pas accompagner également les étudiants ingénieurs à travers tous nos produits, tous nos services, pour leur permettre également de leur simplifier un petit peu le quotidien et de finaliser leurs projets. Alors justement, on en parlait hier dans cette même émission. L'une des particularités aussi de RS Components, c'est que vous avez un fonds de catalogue qui est absolument colossal en matière de pièces détachées, de petits composants électriques, électroniques, et surtout la possibilité de pouvoir pas forcément acheter 100 ou 200 exemplaires de chaque unité. Et donc ça permet de faire justement des prototypages, ce qui va être justement le cœur de ce qui va nous intéresser maintenant, et ça c'est un énorme point fort. On vous invite à aller découvrir tout ça donc chez RS Component. Alors dans votre cursus et dans votre positionnement, vous cherchez énormément, on en a parlé hier, à aider les makers, mais vous essayez également aussi de soutenir les makers de demain, ceux qui sont en cours de formation et notamment par l'intermédiaire des écoles d'ingénieurs, c'est ça? Oui, c'est ça. On essaye, comme je le disais, à notre niveau, à la fois peut-être de rendre un petit peu plus sexy le métier d'ingénieur. On a constaté qu'il y avait de moins en moins d'ingénieurs qui sortaient des écoles en France chaque année. Et ce qui est dommage, il y a quand même un historique d'ingénieurs français. Et on veut mettre en avant cette technologie, on veut mettre en avant les métiers de l'ingénierie. Et du coup, on essaye de donner de la visibilité à tout ça à notre niveau et d'accompagner surtout, que ce soit les quelques écoles primaires, des collèges, mais particulièrement les universités et écoles d'ingénieurs à réaliser leurs projets, comme je le disais. Alors comment ça se présente justement un partenariat entre une école d'ingénieurs et RS Component? Ça peut prendre plusieurs formes. Il peut y avoir tout simplement de la dotation financière, des projets, je pense qu'ils vont nous le dire après, où le fonctionnement d'une école c'est assez coûteux, ça nécessite du matériel, donc on peut participer financièrement.
On peut également mettre à disposition des élèves dans le cadre de leur projet tout l'accès à notre service technique pour qu'ils soient guidés sur le choix des produits, sur l'utilisation des produits, ou tout bêtement, à travers notre offre, leur faire bénéficier directement des produits qu'on distribue à toute l'industrie et leur mettre à disposition les produits qui vont les aider à accomplir leur projet. Et la finalité de tout ça pour RS Components, c'est quoi? C'est le fait de simplement inciter les gens à être des makers, des ingénieurs, à soutenir toute une formation, un cursus. C'est quoi la finalité pour RS Components dans tout ça? La finalité, c'est d'accompagner des étudiants qui seront probablement nos futurs clients. On a également une politique en interne et notre politique RSE qui a été lancée il n'y a pas longtemps. RSE notre responsabilité sociétale et environnementale. Donc à notre niveau, on essaye c'est le discours qu'on a en interne, de rendre possible l'impossible dans l'optique d'évoluer dans un monde meilleur. Donc c'est ce qui nous motive en interne. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu soutenir comme projet intéressant là, ces derniers temps? Alors, des projets, il y en a beaucoup sous toutes les formes. Ça peut être de la Formula Student, comme Loïc va nous expliquer après. Ça peut être des projets qui sont initiés par les universités, comme l'université de Longwy, dont Nicolas va parler après. Ça peut être des petits projets. On accompagne, comme je disais, une école primaire dans la réalisation d'un potager connecté. Donc, les élèves découvrent la technologie à travers le potager. On a également distribué des robots pour faciliter l'apprentissage du français et des mathématiques à travers l'utilisation de robots. Ou parfois, on a également la chance d'être partenaire sur des gros projets comme Urban Loop, qui essaye ni plus ni moins de révolutionner le transport en milieu urbain. Et ça peut prendre énormément de formes. C'est ce qui est d'autant plus riche et d'autant plus intéressant. Et alors justement, comment vous arrivez à dénicher, à trouver ces pépites, ces projets qui sortent un petit peu du lot et qui attirent votre attention? Alors, on s'appuie beaucoup. On a une force commerciale qui est répartie sur toute la France et eux passent du temps dans les écoles à voir comment on pourrait accompagner ces écoles et parfois tombent sur des projets sur lesquels on a les moyens d'accompagner. Dans leur cadre de leur démarchage commercial, ils sont à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se dit, etc. La fameuse relation commerciale, la proximité, la relation de confiance avec le client. Et donc, du coup, à force de discuter, de nouer des liens avec son client, on a vent de choses très intéressantes qui peuvent se faire sur le terrain. Voilà, en connaissant un petit peu mieux ce qui se fait au sein de l'école, ils découvrent des projets et sur certains projets, ils peuvent proposer notre accompagnement parce qu'ils vont détecter qu'on est capable techniquement ou on a des services qui peuvent aider à la réalisation du projet ou tout simplement des produits. Eh bien justement, on va se tourner vers l'un de ces projets que vous soutenez maintenant et qui est représenté aujourd'hui par Loïc de l'écurie Piston Sport Auto. Rien que ça. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors avec pareil, un budget polo incroyable dans cette émission. Tu sais quoi, c'est pas Maker Faire Paris, c'est la Fashion Week. Ah mais c'est un truc de fou. C'est fou. Je veux les mêmes l'année prochaine pour qu'on puisse vraiment faire avec autant de swag cette émission. Loïc, donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça parce que là on te voit en plus avec ton polo digne d'une ligne de départ de Formule 1. On vient de te présenter comme étant de l'écurie Piston Sport Auto. Quel est le rapport entre les écoles d'ingénieurs dont on vient de parler et cette écurie? Alors en fait, on est une association de l'école centrale de Lyon. Ouais. Donc c'est une association qui a pour but de participer au Formula Student en créant un prototype de compétition. Et elle a pour but aussi de former les élèves ingénieurs à travers ce projet. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que nous, on était en train de faire des études de cas, des trucs bien chiants sur 24 pages, il y en a qui pilotent des voitures de Formule 1. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que tous les ans, ils créent une voiture différente et que la voiture, elle fait de la compète et tout. Tu dirais vraiment une mini Formule 1, Loïc. Mais est-ce que vous travaillez dans tout ça ou est-ce que c'est pur loisir quand même? Parce que ça, on se pose la question finalement. Non, ça a pour but de nous former. Donc nous, on réalise toute la conception en amont. Ensuite, on envoie nos pièces finies à nos différents partenaires pédagogiques, donc des lycées dans toute la région du Rhône, pour produire les pièces. Et ensuite, vous voyez, on a la partie intégration du véhicule, là que vous voyez à l'image. Et ensuite, on va faire les essais sur piste pour tester et développer notre véhicule, faire en sorte qu'il soit le plus performant possible pour les compétitions. On rigole un petit peu avec le côté écurie Piston Sport Auto, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant
de la piloter et de faire des burns et des tours de circuit avec, c'est qu'il y a surtout toute l'ingénierie de la conception, du dessin des plans jusqu'à sa concrétisation, ce montage final. C'est énormément, des centaines, pour pas dire des milliers d'heures de travail. En plus, tu semblais dire que ce sont des heures de travail que vous vous répartissez même au-delà des frontières de votre école. Oui, c'est ça. Donc, on a réussi à l'intégrer à notre formation avec 4 heures de projet hebdomadaire. Mais ensuite, on prend sur notre temps libre pour continuer la voiture le week-end, après les cours. Et donc, ça nécessite 8 à 10 heures de travail pour les élèves chaque semaine. Incroyable. Et résultat des courses, à la fin de votre année scolaire, vous avez donc comme objectif d'avoir une voiture totalement opérationnelle que vous pouvez lancer sur une compétition sportive, en gros. Il y a plusieurs catégories ? Oui, c'est ça. Donc, nous, jusqu'à maintenant, on a participé à la catégorie combustion. Donc moteur thermique à essence. Moteur thermique, c'est ça. Et il existe 2 autres catégories, donc la catégorie électrique et la catégorie driverless, donc véhicule autonome sans conducteur. Et donc nous, cette année, on lance notre premier véhicule électrique après 6 ans de véhicule de combustion. Donc c'est un gros challenge et on espère le réussir. Et c'est un véhicule qui sera de la trempe de ce que l'on peut trouver dans le commerce. Parce que là, c'est vraiment des voitures qui ont une finalité, entre guillemets, sportive. Oui, c'est ça, c'est des prototypes de compétition qu'on emmène partout en Europe. Le Formula Student, c'est avant tout une compétition internationale très reconnue. Et donc, ouais, elle a pour but de performer. C'est une monoplace, donc roue apparente, cockpit apparent. Et alors, justement, tu nous parles de la Formula Student. C'est une compétition internationale ? Oui, c'est ça. Compétition avec internationale. plusieurs étapes à travers le monde. Ok. Et qui regroupe plus de 1000 écuries, donc 1000 universités à travers le monde. Comment on se positionne ici en France sur cette échelle internationale ? Est-ce que ça bat son plein ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à traverser, à franchir ? Où en est la compétition en France de Formula Student ? C'est un type de formation qui n'est pas encore trop reconnu en France. On n'a que 10 écuries de Formula Student. Donc en gros, 10 grandes écoles d'ingénieurs qui font concourir leur voiture, oui, c'est ça ? ou universités. Et 5 qui arrivent à sortir un véhicule qui peut concourir en compétition. Donc certaines ne font que de la conception et pas encore de la production. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir combien ? En Allemagne, on est à plus d'une centaine d'universités. Plus d'une centaine ? Ah oui, ils ne sont pas là pour blaguer. On a vraiment un gros retard en France. Et le but, c'est de promouvoir ce genre de formation à travers la France, que le plus d'universités et d'écoles d'ingénieurs nous rejoignent et qu'on puisse à terme créer une étape en France, le Formula Student France. Et voilà, c'est une super occasion de le faire ici. Et d'autant plus que ça peut également jouer, impacter en matière de recherche de travail par la suite. Si vous avez sur un CV le fait de monter une écurie, d'arriver à faire des choses ultra performantes, s'il y en a qui veulent continuer dans l'ingénierie automobile, ça peut leur ouvrir grand les portes, j'imagine, aussi derrière, quoi. Oui, on a beaucoup de soutien, notamment RS Components, et qui viendront directement recruter dans ce genre d'écurie par la suite. Donc ouais, c'est un tremplin pour une carrière et c'est une expérience unique. Je me tourne maintenant vers Nicolas, notre autre invité. Nicolas de l'IUT Henri Poincaré, c'est bien ça, hein ? Oui, bonjour, oui, c'est ça. La ville, c'est Longwy, c'est ça ? Longwy, oui. Longwy, en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle. Voilà, de l'Université de Lorraine. Donc tu es enseignant là-bas, hein ? Je suis enseignant en génie électrique, informatique industrielle, mais plus particulièrement en électronique et la programmation embarquée. Voilà. Donc j'imagine tout ce qui est cartes type Arduino, Raspberry Pi, etc. Microcontrôleur PIC de chez Microchip, etc. Voilà, ouais. Et donc ça permet quoi justement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'électronique embarquée ? Ça permet quoi dans les usages du quotidien ? Tout petit objet connecté, du GPS à la montre, du réveil, comme on dit toujours, dans un simple grille-pain maintenant, on a de l'électronique embarquée. Voilà. Et alors, justement, on parlait de RS Component à l'instant. Comment quelqu'un du corps enseignant voit cette collaboration, ce rapprochement avec RS Component ? C'est un énorme soutien au quotidien ? Ah nous, oui, pour nous, oui. Et c'était un soutien surtout par rapport à nos projets. On a des projets, par exemple, de concours de robots.
particuliers, mais pas seulement, on fait d'autres choses. Et on s'est rapproché naturellement d'eux en leur demandant s'ils voulaient bien nous sponsoriser, parce qu'un petit robot, même si petit robot terrestre, tout simple, les prix montent très très vite, hein. C'est des prototypes. Hein. On oublie souvent l'objet, nous on l'achète, on ne coûte pas trop cher, le prototype pour lui-même, il coûte très très cher. Et donc d'avoir un partenaire qui nous permet de réaliser des choses quand même compétitives à l'échelle du prototype. Hein. Attention, c'est pas un produit fini, c'est pas non plus un gros véhicule comme on fait en école d'ingénieur. Mais voilà, ça sert à ça. Voilà. Alors là, on voit justement quelques images. Voilà. J'imagine que ce sont les compétitions de robotique, c'est ça ? Voilà, c'est un exemple de compétition auquel nous on participe. C'est l'ensemble des départements GE2I de France qui peuvent participer à ce concours qui a lieu à Cachan tous les ans. Alors pour celles et ceux qui croiraient que c'est simplement une bataille de robots ou de compétition comme ça, il faut savoir que la particularité, si je ne dis pas de bêtises, c'est que les robots ne sont absolument pas commandés, ils sont programmés pour être totalement autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur le bouton, vous appuyez sur Start, et ça y est, après, ils se débrouillent et ils ont des directives, voire une intelligence artificielle pour gérer de l'imprévu. Il doit être complètement autonome, voilà. Et respecter bien sûr des règles, par exemple pas passer de l'autre côté dans le terrain adverse, hormis le fait qu'il faut qu'il renvoie plein de balles pour ce cas-là. Voilà. Mais il est tout à fait autonome. On va vers en faire quelque chose, comme on parle avec les véhicules qui deviennent de plus en plus autonomes et qui certainement à terme le deviendront de plus en plus. Et justement, on y va, vous sentez respectivement, Loïc, Nicolas, une énorme tendance sur ces objets de plus en plus autonomes. On parle essentiellement là par exemple de l'intelligence artificielle pour la voiture. Il y a un département donc driverless, le fait d'être totalement autonome. C'est une vraie tendance en ce moment ? Oui, l'industrie automobile tend vers ça en ce moment, avec l'électrique. Le Formula Student suit cette tendance et même dans certains pays, donc par exemple en Allemagne, on aura bientôt plus de catégorie combustion et certaines épreuves se feront exclusivement en driverless. Donc, et alors du coup, il y a même de la compétition driverless, ça veut dire que là, comment on va pouvoir réussir à distinguer les bons et les mauvais pilotes ? Parce que tout va être une question de programmation en fait. Oui, c'est ça, c'est plus que du programme, plus que de l'algorithme. Et il n'y a plus de pilote dans la voiture. Ouais. Donc c'est le meilleur programme qui finalement gagnera la compétition et plus trop la meilleure voiture. C'est dingue ça quand même quand on y pense. Tu t'imagines toi l'avenir où on va regarder des courses de Formule 1 électrique sans pilote. Et d'où l'intitulé du concours Ingénieur de demain. Je précise d'ailleurs que vous pouvez participer jusqu'au 31 décembre à ce concours. Il y a quand même 17 000 € de dotation. Donc que vous soyez étudiant en école d'ingénieur comme Loïc, que vous soyez une association en groupe, association d'étudiants, en solo, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a toutes les infos sur le site paris.makerfair.com pour participer au concours. Alors justement, un concours dont RS Component est partenaire en grande partie. Oui. Est-ce qu'on peut dire justement un petit mot là-dessus ? C'est aussi le fait de pouvoir être défricheur de nouveaux talents dans un certain sens. Oui, c'est pour nous une occasion vous parliez de pépites tout à l'heure, c'est pour nous une occasion de détecter encore des nouvelles pépites, des projets. On a des projets ou des étudiants qui viennent naturellement vers nous, il y en a qui ne savent peut-être pas tout ce qu'on pourrait être amené à leur offrir dans le cadre de leur projet. Donc quand cette idée de concours a germé, on s'est tout de suite inscrit dans dedans, puisque pour nous, ça rentre complètement en phase avec ce qu'on cherche à faire au quotidien. C'est un concours qui existe déjà depuis quelque temps ? Non, c'est tout nouveau. Il est sorti cette année, il a été mis en place cette année et on espère qu'il y aura énormément de participants. Il y a déjà une dizaine de projets qui ont été soumis, intéressants. Et bien sûr, il faut y aller. 31 décembre, il faut se dépêcher. Oui, alors, il faut y aller. Est-ce qu'il y a des thématiques ? Non, pas de thématique. Tous les sujets sont ouverts. Et est-ce qu'il y a des règles, des critères ou des choses qu'il faut essayer de respecter pour participer ? Non, on a essayé de le faire le plus ouvert possible. Justement, on n'a pas envie de brider ce concours à une technologie en particulier ou un secteur en particulier. Tous les participants et tous les projets sont les bienvenus. Voilà, donc le concours Ingénieur de demain vient tout juste d'être lancé par la Maker Faire France. Si toutefois vous avez un projet qui pourrait
pourra être réalisé pendant un cursus scolaire dans le domaine de l'industrie, l'ingénierie, la robotique, etc., etc. Le concours est donc maintenant lancé et ce jusqu'au 31 décembre avec plus de 17 000 € de dotation à la clé. France.makerfair.com pour regarder un petit peu toutes les modalités, télécharger le dossier d'inscription. Vous en saurez beaucoup plus une fois sur le site internet. Vous potassez un petit peu tout ça et puis si vous avez la moindre question, bien évidemment, Bien sûr. les adresses mail, contact, arrobase, et puis vous allez trouver véritablement votre bonheur. Tournons-nous maintenant, si vous le voulez bien, pour terminer un petit peu ce tour de table, au moins pour un premier jet, vers Maxime. Maxime qui est maker, ingénieur, et vous allez voir un parcours absolument extraordinaire. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors comment pourrais-tu te présenter déjà dans un premier temps ? Alors du coup, Maxime, moi j'ai été clairement biberonné à la Maker Faire depuis 2015, puisque j'ai commencé l'aventure en 2015 à la Maker Faire de Paris. Et en fait, l'histoire, elle a commencé au lycée, où j'ai découvert une imprimante 3D pendant mon cursus scolaire. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit, il me faut ça. Il faut que j'arrive à en faire en dehors de l'école et il faut que je trouve un projet qui va avec ça. Surtout qu'en 2015, c'était voire même si c'était un petit peu avant, hein, ce déclic-là, c'était quasiment précurseur à l'époque, une imprimante 3D. On n'en voyait pas comme on en voit aujourd'hui, quoi. On en voyait un peu dans le domaine scolaire, il y en avait dans l'industrie un peu haute technologie. Par contre, on n'en voyait pas à la pub à la télé comme on peut voir en ce moment. On n'en voyait pas, enfin, c'était pas aussi répandu et puis c'était pas aussi accessible que ça l'est aujourd'hui. Une question du côté du chat ? En fait, il y a une question sur le cursus de Maxime, parce qu'il l'a dit, Maker Faire, ça a changé beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a des gens qui connaissent aussi son histoire par rapport à son travail. On me demande ça. Alors moi, du coup, l'histoire elle est un peu particulière parce qu'aujourd'hui, il y a mon projet perso, donc M-Robot, donc le robot qu'on voit qui est imprimé ici. Et au final, avec le temps, ça s'est aussi mélangé à mon cursus professionnel. Et aujourd'hui, il y a un mix des deux qui est fait. Et Maker Faire m'a introduit aussi dans le monde professionnel, m'a fait grandir et m'a accompagné vers cette transition en sortie de cursus scolaire qui est le monde de pro. Alors comment ça s'est passé, exactement ? Alors, l'histoire, c'est... du coup, j'ai commencé à travailler sur mon projet de bras robotique. Alors, justement, on le voit là, on le voit à l'écran. À l'image, il va apparaître dans quelques instants. Présente-nous un petit peu cette création. Donc ça, c'est de l'impression 3D, c'est ça ? Alors, ça, c'est de l'impression 3D. C'est la dernière version qui avait été présentée à la Maker Faire de Lille. Et quand j'ai commencé le projet, l'objectif, c'était essayer de concevoir un bras robotique qui pouvait automatiser des tâches, comme par exemple retirer des plateaux sur les imprimantes. Et l'objectif, c'était également qu'il soit lui-même imprimé en 3D. Donc en gros, c'était un petit peu comme Joseph Fursa dont on vous a parlé hier, c'est qu'en gros, il voulait faire un bras pour imprimer un bras, qui lui-même imprime un bras, et en gros, toi, tu es dans le canapé et tu n'as rien à faire, quoi. Voilà, tu passes juste la commande du plastique de temps en temps, tu sais, pour les bobines sur ton imprimante, et en gros, ça automatise la création. C'est quand même assez incroyable. Parce que ceci dit, c'est un manque qui est vrai, c'est-à-dire que l'un des petits problèmes de l'impression 3D, c'est qu'une fois qu'elle est terminée, il faut changer le plateau, il faut ceci, il faut cela. C'est des tâches qui peuvent potentiellement être automatisées. C'est ça, l'objectif. Alors, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes qui travaillent sur le sujet. Mais moi, j'ai plus commencé ça en tant que maker. J'ai rencontré d'autres projets similaires, des projets complètement différents, créer un réseau, essayer de pouvoir trouver des partenaires à l'époque qui m'ont aussi accompagné dans le projet, comme Conrad, le TED Shop, 3D & Co, des sociétés comme ça, qui m'ont aussi fait grandir et ils m'ont apporté du matériel, puisque à l'époque, je faisais ça dans le garage de chez mes parents et je n'avais pas forcément le matériel adéquat. Et là, donc, ton bras, tu l'as imprimé, tu l'as présenté à la Maker Faire. Je l'ai présenté à la Maker Faire. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Julien, avec qui on a beaucoup échangé pendant plusieurs années. Et il s'avère que ce Julien, il travaille où ? Il s'avère que quelques années après, il m'a annoncé qu'il travaillait chez Decathlon. D'accord. Et il m'a laissé l'opportunité de venir travailler au quotidien avec lui et de pouvoir incuber ce projet-là en interne chez Decat pour travailler autour de la fabrication d'e-tips, qui est un gros pôle d'impression 3D en interne chez Decat. Et alors, justement, donc aujourd'hui, maintenant, grâce, entre guillemets, à ton produit, à ton talent, et accessoirement une petite pincée de mise en relation, de contact et de rencontre à la Maker Faire, aujourd'hui, tu travailles chez Decathlon ? C'est ça. Donc, Julien m'a fait confiance à l'époque, il m'a accompagné pour aussi
avoir une transition douce entre le monde maker et le monde de l'industrie. C'est pas, on peut pas du jour au lendemain passer de l'un à l'autre. Il y a quand même des contraintes. Oui, parce que vous c'est n'allez assez pas trouver différent. votre bras Quechua comme ça. Hein, Voilà. Non. Moi, je voulais que ça soit le bras qui te monte la tente Quechua, mais elle se monte toute seule. Donc Oui, Ah, non, mais c'est maintenant, ouais, oui. c'est ça, il n'y a plus besoin. C'est pas le bras de seconde encore, non. c'est pas mal. Par contre, cette expérience et tout ça sert énormément, puisqu'on en a parlé justement dans cette émission également hier, c'est que Decathlon, aujourd'hui, finalement, n'est pratiquement plus distributeur de produits, mais fabricant, C'est avec ça. toutes ces marques diverses et C'est variées. Et donc, forcément, en étant fabricant, ils ont besoin de gens comme toi pour un facilitateur de prototypage, en fait, c'est ça. Donc Julien, il a constitué une équipe talentueuse autour de lui qui accompagne l'entreprise dans l'impression 3D et l'ensemble des marques de chez Decathlon, Decathlon est concepteur de ces produits. Et là, l'objectif, c'est accompagner sur l'ensemble de la chaîne de vie et du produit, donc du prototype, comment les marques vont créer les produits de demain, la production à certaines échelles, comment on peut répondre à des besoins de production pour des sports qui sont pas forcément très populaires et qui n'ont pas des quantités de fabrication annuelles qui sont classiques dans l'industrie, on va dire, et également dans la fin de vie des produits, comment on vient réparer, allonger la durée de vie des produits. Ça peut aussi passer par l'impression 3D, et ça a des gros avantages aujourd'hui qui vont être limiter le poids de stock, pouvoir réparer à l'infini, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de stocker des produits dans nos entrepôts et on va digitaliser ce stock-là pour l'imprimer à la demande avec toutes les contraintes qui vont avec, qui sont normatives et juridiques, évidemment. Ça, c'est incroyable, en tout cas, ce que vous venez d'écouter, parce que je trouve que là, ce qui vient d'être dit, c'est vraiment le monde de demain. Là, pour le coup, on est en train de toucher quelque chose du doigt, c'est-à-dire que plutôt que de stocker pendant 10 ans, 15 ans, imaginez, vous achetez n'importe quoi, un sac à dos, on parle d'une tente ou un truc comme ça, vous avez des systèmes de fermeture, de clips, machin. Au bout d'un certain laps de temps, le plastique prend un peu de jeu, il se casse. C'est ça. Eh bien, l'objectif, en tout cas, ce que vous aimeriez dans le monde de demain chez Decathlon, c'est de faire en sorte que, dès le départ, finalement, vous n'ayez quasiment pas de pièces détachées pour vous libérer complètement de cette partie stockage. Ça veut dire entrepôt, chauffage, coûts et Poids de compagnie. stock, expédition, des choses Toutes comme les ça, pièces ouais. soient numérisées et que le jour où, pour les 0, je sais pas combien de pourcents de gens qui vont avoir un problème, vont perdre la pièce, vont la casser ou je sais pas quoi, hop, on peut C'est soit sur place magasin ou soit chez soi télécharger le fichier, on l'imprime et on le remplace directement. Alors aujourd'hui, le parcours classique, c'est de passer par le magasin et les ateliers pour Oui, je parlais des dans questions. le voilà. monde idéal de demain. Le monde enfin, en idéal, tout voilà, cas, c'est de démocratiser ça. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. On a des produits phares comme le tennis de table qui fait énormément appel à l'impression 3D dans son SAV. Donc, on a des roues de table, on a des poteaux. Et aujourd'hui, ces pièces-là sont plus disponibles en entrepôt. Elles sont uniquement sur des serveurs. Et à la demande, on imprime et on produit en flux tendu pour les entrepôts et magasins directement dans le monde entier. Avec en plus aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne sont pas du tout au courant, c'est que l'impression 3D, on arrive à des niveaux de qualité en matière de résistance, de torsion, de C'est ça. solidité ou quoi que ce soit qui sont largement équivalentes aujourd'hui, si ce n'est même parfois même plus que les produits d'origine, quoi. C'est ça. Moi, j'ai eu une petite claque en arrivant chez Decathlon avec les moyens qui étaient mis en œuvre. Alors, ça a beaucoup évolué le secteur de l'impression 3D dans l'entreprise chez Decathlon, mais maintenant, on a des imprimantes qui sont industrielles et c'est une facette complètement qui reste avec une part de maker. Par contre, c'est une facette beaucoup plus indus avec des imprimantes qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus évoluées et qui permettent d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus qualitatifs en termes de rendu final. Et ça, est-ce que ça pourrait vraiment être une des solutions d'avenir pour justement lutter contre à la fois la réparabilité, le fait qu'on puisse avoir des produits qui durent plus longtemps, le réduire des coûts de stockage, etc., etc. Ou est-ce qu'il y a quand même des freins par rapport à tout ça? Alors, c'est une des possibilités. Il y en a plein d'autres. L'upcycling, il y a d'autres mouvements qui sont créés. Après, il y a toujours des freins qui vont être juridiques, normatifs. Comment on s'assure que le client ne va pas se blesser avec des pièces. C'est des méthodes qui ne sont pas forcément traditionnelles dans l'industrie aujourd'hui. Donc, comment on s'assure que demain, le client ne se blesse pas avec une pièce qui est imprimée en 3D. Donc, on a les mêmes schémas de validation qu'une pièce injectée. On le fait passer dans les laboratoires, on les teste et on s'assure qu'on respecte les normes françaises et européennes et internationales pour que tout soit en sécurité et qu'on respecte tout ça. Et ça, pour autant, le législateur aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe, ils sont conscients de tout ça, ça bouge un petit peu. Ça commence à bouger au niveau européen. Il y a des lois qui commencent à sortir sur la réparabilité, comment on l'encadre dans la fabrication additive. Donc ça commence à bouger, ça commence à prendre conscience
qu'il y a un mouvement à créer. Qu'est-ce qui se dit justement là dans ces lois, très simplement? Alors, il se dit qu'aujourd'hui, les réparateurs qui ne sont pas capables de fournir des pièces détachées, ils vont être obligés de fournir le fichier 3D à un réparateur agréé ou non pour le reproduire. Et ça, Donc, c'est une vraie obligation, ça? ça va le devenir. Alors, Oui, exactement, aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas m'avancer sur où on en est dans l'état de Oui, cette parce loi. qu'entre la proposition, Voilà. le fait de voter le décret, son application, C'est etc., ça. il se passe des échelles de temps et tout ça. Mais en tout cas, tu es en train de nous dire que c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux et en tout le discussion et tout challenge ça. que nous, on a aujourd'hui, c'est de ne pas le découvrir du jour au lendemain et que demain, on soit en mesure de pouvoir donner ces pièces-là aux clients et qu'on ne soit pas obligé de fournir notre propriété intellectuelle en externe à des faiseurs qui vont le faire pour nous. C'est beau en tout cas, hein. Ça Franchement, donne vous voyez, envie. Hein. là encore une fois, on essaye de décrire et de vous donner quelques pistes sur ce que pourrait être le monde de demain, le Ouais. monde des makers. Et tu sais que j'aime bien les belles histoires. Et l'idée que de maker, ensuite, on puisse décrocher un job, je trouve ça génial pour Maxime. Et aujourd'hui, une des choses qui me passionne au quotidien, c'est aussi de recevoir des jeunes en stage de 3e qui sont passés par les Maker Faire, qui m'ont potentiellement vu sur certains stands ou qui ont une vague connaissance de ce qu'est la Maker Faire et de pouvoir aussi les accompagner dans l'industrie à travers des stages de découverte ou des choses comme ça. Génial. Vivement qu'on revienne en édition physique pour justement tous Mais se oui. revoir, se croiser Pour les uns partager. les autres, Ouais. s'échanger des cartes de visite, etc., etc. On vous demande pas des bisous non plus, hein. Restons Non. à distanciation sociale adéquate, mais en tout cas des petits échanges de contacts et tout, c'est tellement bien. Et on espère en tout cas que c'est inspirant pour vous qui nous regardez, parce que on a des belles histoires comme ça à vous raconter tout au long de cet après-midi, une après-midi qui n'est pas prête de se terminer, puisqu'on va justement retrouver Marie dans une toute petite poignée de secondes qui Et va toi venir aussi. nous, Et nous toi rejoindre, aussi. bien Tu sûr. restes là. Et Marie qui vient nous rejoindre, Ah parce oui. que moi je suis déjà là, moi je ne bouge plus. Bien Je ne sûr. bouge plus jusqu'à la fin de cette émission. En tout cas, Marie qui va venir nous rejoindre pour notre dernier rendez-vous de la journée et finir en beauté cette édition 2021 de la Maker Faire Paris pour vous prouver et vous montrer que oui, eh bien, on peut être tous makers, mais nous sommes tous également, dans un certain sens, makers. C'est le thème de notre dernière émission que je vous propose de retrouver dans quelques instants. Merci de nous suivre. On est en direct un petit peu partout et on est surtout en partenariat avec Leroy Merlin, qu'on remercie au passage pour ces belles émissions que l'on peut vous proposer ici en direct depuis la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette 7e Maker Faire Paris. À tout de suite.